ces prochains jours. Mais qui négocie, qui décide en Iran? Washington croit savoir que le nouveau guide suprême Mojtaba Ramenei, lourdement blessé, s'implique tout de même de plus en plus. Audrey Borda. Devant les sénateurs américains, Marco Rubio lève un des plus grands mystères de cette guerre. Mojtaba Ramenei serait bien vivant. Je pense qu'il y a des signes qui montrent qu'il s'implique de plus en plus à un certain niveau. Le 28 février, un raid aérien tue Ali Ramenei, son père. Présent à ses côtés, Mojtaba serait sérieusement blessé. Devenu le nouveau guide suprême, il est totalement invisible publiquement. Pour Washington, le reconnaître vivant revient à légitimer le pouvoir du dirigeant iranien. À la fois il est vivant et que ça va mieux, et donc que cette question de qui décide devient de moins en moins problématique. Pourtant, la presse française annonçait que le guide suprême était dans le coma. Le ministre américain de la Défense ou de la Guerre affirmait même que le guide suprême était gravement blessé, diminué physiquement, amputé, incapable de s'exprimer normalement et totalement inapte à gouverner. Ils se moquaient tous de Mojtaba. On nous expliquait également qu'il ne se montrait plus en public parce qu'il n'avait plus les facultés nécessaires pour le faire. Qu'au sein de l'Iran, personne ne savait réellement qui dirigeait le pays et qu'une lutte de pouvoir faisait rage dans les coulisses du gouvernement. Aujourd'hui, on apprend que Donald Trump souhaiterait rencontrer Mojtaba. Résultat, il est apte. De quoi s'interroger sur l'écart, parfois considérable, entre certaines affirmations relayées comme des certitudes et la réalité des rapports de force sur le terrain. Les mêmes qui annonçaient l'effondrement imminent du pouvoir iranien semblent désormais reconnaître qu'il existe toujours des interlocuteurs capables de peser dans les décisions stratégiques du pays. Je veux juste dire ici que la propagande est souvent très intense au début. Elle fait du bruit, elle brouille les pistes, mais elle finit toujours par s'essouffler car la vérité reprend toujours le dessus. Ils vont trop loin dans leurs analyses. L'Iran est le leader mondial en béton armé ultra résistant pour application militaire souterraine. Question. Concernant cette réalité, comment les États-Unis ont-ils pu convaincre certaines personnes qu'ils avaient détruit l'ensemble des missiles et lanceurs iraniens alors que la majorité était enfouie dans des bases souterraines quasiment impossibles à détruire ou à neutraliser? Et c'est presque comique. Plus de 80 milliards de dollars dépensés par les États-Unis pour un tel scénario, un tel résultat, au point de voir leur stock diminuer, des soldats tombés. Mais l'Iran a montré au monde comment noyer les défenses américaines installées dans la région avec des SM de drones à bas coût, plus quelques missiles. Comme je le disais dès le mois de mars, les Iraniens n'avaient même pas besoin de tirer 300 ou à 500 missiles par jour. Non, leur stratégie ne reposait pas sur un tel rythme. Et les événements ont fini par nous donner raison aujourd'hui. Et je pense que les Chinois se sont bien régalés. Ils ont noté l'épuisement logistique américain, leur doctrine maritime et leur dépendance aux bases exposées. Ils n'ont pas compris que l'Iran a passé des décennies à étudier les guerres américaines et à se préparer précisément à une campagne aérienne intensive. Ils ne comprennent toujours pas que la géographie de l'Iran à elle seule constitue une dissuasion naturelle très forte. C'est une forteresse naturelle. Elle rend une invasion terrestre conventionnelle massive extrêmement risquée et coûteuse. Quand j'affirmais ici, dès le 28 février, que cette guerre serait un échec, que l'Iran ne s'effondrerait pas et que Donald Trump commettait l'une des plus grandes erreurs en attaquant ce pays, certains nous traitaient de propagandistes et annonçaient déjà une victoire américaine. Aujourd'hui, 3 mois plus tard, mais le bilan est bien plus complexe.